je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, allons-y, regardons de plus près ce qui s'est passé au sein du Conseil présidentiel. Et est-ce qu'on a véritablement raison de parler de crise? Est-ce qu'il y a crise? Est-ce que ce n'est pas un gros vent dans un verre d'eau, une tempête dans un verre d'eau? Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé le mardi dernier, il faut commencer par lire le document que les membres du Conseil présidentiel se sont donnés, les 9 membres, donc les 7 membres votants plus les 2 membres observateurs. Bon, vous le savez maintenant, ils ont été installés le jeudi 25 avril au Palais national, ils ont prêté serment et très rapidement, le samedi d'après, soit le 27 avril, ils se sont rencontrés, ils se sont réunis pour se donner une règle de droit, pour rédiger un document qui leur servirait de guide dans l'élection du président au sein du Conseil présidentiel. Suivez-moi bien. En effet, je lis, les 9 conseillers présidents, au terme de leur discussion, ont convenu de mettre en place un bureau électoral qui serait composé de 3 membres. Donc, on avait prévu une élection mardi dernier, donc les 9 membres du Conseil ont mis sur pied un bureau électoral. Un bureau électoral qui serait composé de 3 membres, suivez bien, de 2 membres non votants. Vous savez que le Conseil présidentiel est constitué de 9 membres.
7 membres votants et de 2 membres observateurs, 2 membres non votants. Donc, ils ont dit que, en vue de l'élection de mardi dernier, ils ont mis sur pied un bureau électoral, ce qui est très bien, qui allait veiller au respect des règles de droit qu'ils se sont données le jour de l'élection. Et ce bureau électoral serait formé de qui? Des 2 membres non votants, des 2 membres observateurs et d'un 3e membre qui, lui, serait issu des 7 membres votants, pourvu que ce 3e membre ne soit pas candidat lui-même et qu'il n'ait pas ce membre-là, un candidat désigné. Donc suivez bien, on voulait s'assurer vraiment de la neutralité du bureau électoral. Je reprends. Donc, après leur installation le jeudi 25 avril au Palais national, ils se sont réunis 2 jours plus tard, le 27 avril, pour, entre autres, se donner une règle de droit qui servirait de balise pour l'élection du président au sein du Conseil présidentiel. Quelle est cette règle-là? Quelles sont ces règles-là? Car il y a plusieurs. D'abord, nous allons créer un bureau électoral. Le bureau électoral serait constitué des 2 membres observateurs du Conseil présidentiel et d'un membre tiré ou d'un membre issu des 7 membres votants, mais qui ne soit pas candidat lui-même et qui n'est pas un candidat désigné. On est d'accord. Donc, il y aurait d'abord un un bureau électoral. Comment parviendrait-on à élire le président au sein du Conseil présidentiel? Je vous lis, et c'est ce qui nous intéresse. La règle est claire. Si un candidat obtient la majorité absolue du vote, ils sont 7 membres votants, la majorité absolue c'est 4, n'est-ce pas? Dès qu'on a 3 plus 1, on obtient la majorité absolue. Eh bien, celui qui obtient cette majorité absolue est déclaré vainqueur. Vous notez que là, on ne parle pas de consensus, on dit tout simplement serait déclaré vainqueur celui qui, parmi les 4 candidats, obtiendrait la majorité absolue. La majorité absolue étant 4 sur 7. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a vu la règle du jeu, et notez bien, le mot consensus n'est pas présent, il ne s'agit pas d'une nomination, il s'agit d'une élection. Donc quand il s'agit d'élection, il n'y a pas de consensus. Chacun va voter selon ses intérêts, ne perdez pas de vue le mot intérêt. Chacun va voter selon ses convictions idéologiques, ne perdez pas non plus ce mot conviction idéologique. Et celui qui, au terme de l'exercice, il y a 7 votants, celui qui, au terme de l'exercice, obtiendrait 4 voix, donc la majorité absolue, serait déclaré par le bureau électoral vainqueur. Aussi simple que cela. Bon. Il n'y a pas de complication là. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de complexe. Non, tout le monde peut comprendre cela. Nous sommes 7, il y a 4 candidats. On va voir les 4 candidats. Et celui qui, des 4 candidats, obtiendrait 4 voix sur 7, obtiendrait donc la majorité absolue et serait déclaré vainqueur. Fine. La règle de droit qu'ils se sont données ne dit pas comment on doit obtenir les 4 voix. La règle de droit qu'ils se sont données n'interdit pas les négociations. La règle de droit qu'ils se sont données n'interdit pas les tractations. Et la règle de droit qu'ils se sont données n'interdit pas les jeux contradictoires. La politique est un espace contradictoire. La politique est un espace de tractation. La politique est un espace, si vous voulez, de contradiction, où les intérêts politiques, je reprends, où les intérêts idéologiques jouent. L'autre disait déjà que les vertus se perdent dans des intérêts comme les fleuves dans les mers. C'est la Rochefoucauld qui le disait, pas vrai? C'est-à-dire, nous sommes toujours mus par des intérêts.
Il y a des intérêts qui sont plus nobles que d'autres. Il y a des intérêts qui sont plus avouables que d'autres, mais il y a toujours des intérêts, d'autant que nous sommes en politique. Il y a toujours, si vous voulez, des jeux contradictoires. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, tractation. D'autant qu'il y a 4 candidats qui, chacun veut être déclaré vainqueur. Eh bien, chacun doit faire ce qu'il doit faire, pourvu qu'il respecte les règles, pour obtenir la fameuse majorité absolue de 4. Donc, on va regarder maintenant les 4 concurrents, les 4 candidats déclarés et en fonction des intérêts en jeu, en fonction des alliances idéologiques, on va tout simplement se poser la question sur quel vote chacun des concurrents pouvait compter pour obtenir la fameuse majorité absolue de 4. Le premier avec qui je voudrais commencer, c'est mon ami Fritz-Alphonse Jean. Fritz-Alphonse Jean, c'est un ancien gouverneur de banque, économiste très connu, qui est souvent dans les médias, professeur d'université aussi, écrivain. Il a écrit au moins 2 ou 3 livres, très bien faits d'ailleurs, qu'il a eu l'élégance de m'offrir et que j'ai dans ma bibliothèque. Mais maintenant, sur qui Fritz Jean, en tant que candidat issu de cette mosaïque de la société civile qu'on appelle Montana, sur qui Fritz Jean pouvait-il compter pour obtenir sa majorité absolue? Quand je regarde les membres du conseil présidentiel de 7 membres, en toute objectivité, Fritz Jean ne pourrait pas espérer plus que 3 voix, y compris sa propre voix. Fritz Jean ne pourrait pas, en toute objectivité, espérer plus que 3 votes, y compris son propre vote. Je me rappelle avoir dit à quelques amis, voilà, 5 semaines, que mathématiquement, il est impossible que Fritz Jean devienne président du conseil présidentiel. Il ne s'agit pas d'une question de compétence, il ne s'agit pas d'une question d'expérience, il s'agit tout simplement d'une question d'affinité politique. Fritz Jean, même s'il est issu de Montana, est perçu comme étant un fils plus ou moins dénaturé de Lavalas, puisqu'il était gouverneur de la Banque centrale d'Haïti sous un gouvernement Lavalas. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et ça fait pas 50 ans, ça. Bon. Et lorsque je regarde les affinités, lorsque je regarde les forces en présence, tout au plus, Fritz Jean pourrait espérer un vote de Leslie Voltaire de Lavalas, et ce n'est même pas sûr. Parce que, posons-nous la question, Leslie Voltaire est issu de famille Lavalas, qui est un grand parti, qui a déjà géré le pays pendant, ma foi, 4 mandats. C'est-à-dire, vous avez le premier mandat de Jean-Bertrand Aristide, même s'il a été écourté, suivi du premier mandat de Préval, lui aussi membre du parti Lavalas, suivi du deuxième mandat de Jean-Bertrand Aristide, même s'il était lui aussi écourté, suivi d'un deuxième mandat de René Préval. 4 fois 5 fait 20, là, on est d'accord? Donc, quand on multiplie 4 par 5, ça nous donne 20 années de gouvernance lavalassienne. Donc, Fritz Jean était, si vous voulez, gouverneur sous un gouvernement Lavalas, gouverneur de la Banque centrale. Donc, sauf qu'il est désigné par cette nébuleuse de la société civile qu'on appelle
accord Montana, et vous avez Leslie Voltaire qui, lui, est issu du parti Lavalas. Mettez-vous à la place du parti Famille Lavalas. L'accord Montana n'est pas un parti politique, c'est, comme je l'ai dit, une mosaïque, peut-être même une nébuleuse, qui a été créée ad hoc, n'est-ce pas, vers la fin du mandat de Jovenel Moïse et pendant la période de transition. Donc vous avez Fridjan qui est issu de Montana, mais vous avez Leslie Voltaire qui, lui, est désigné par le parti Lavalas, qui est un parti bien établi, qui est un parti encore très populaire. C'est quand même le parti de Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, demeure un leader très, très populaire, très écouté, si vous voulez mesurer la chose, n'est-ce pas? Allez voir combien de personnes écoutent ses discours, n'est-ce pas, lors des cérémonies de collation de grade de son université. Et là, si vous êtes Leslie Voltaire, qui est désigné par le parti Lavalas, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce moi qui dois voter pour Fridjan? C'est plutôt Fridjan qui doit voter pour moi. C'est le plus gros qui mange le plus petit, on est d'accord? Si moi je suis issu d'un parti politique historique, si moi je suis issu d'un parti qui a géré le pays grosso modo pendant 20 ans, vous, Fridjan, vous êtes désigné par une mosaïque de la société civile qui a pris naissance tout récemment et qui n'a même pas su s'imposer comme option de la transition. Posez-vous la question, est-ce que c'est Leslie Voltaire qui devrait voter pour Fridjan ou bien c'est Fridjan qui devrait voter pour Leslie Voltaire? Et vous avez compris pourquoi Leslie Voltaire a maintenu sa candidature et Fridjan a maintenu sa candidature. Donc, là, Fridjan pourrait espérer dans un second tour le vote de Leslie Voltaire, mais au premier tour, c'est une question de bon sens, Leslie Voltaire voterait pour lui-même. Fridjan voterait pour lui-même. Donc, le seul vote qu'il reste maintenant à Fridjan, c'est peut-être le vote du candidat du secteur privé des affaires. Pourquoi? Parce que Fridjan étant un économiste, Fridjan maîtrisant, si vous voulez, les questions économiques en ce qui concerne Haïti, et ayant été gouverneur de banque, on pourrait, et même là encore, je suis peut-être angélique, on pourrait imaginer que le secteur des affaires voterait pour Fridjan. Mais ce n'est même pas sûr. Parce que Fridjan, avec raison quant à moi, a beaucoup tapé sur les doigts du secteur des affaires. Vous n'avez qu'à lire ses livres. Et pour lui, le blocage d'Haïti s'explique entre autres par les méthodes surannées, par les méthodes, n'est-ce pas, exclusives, par les méthodes arbitraires de la classe privée des affaires. Alors, si vous avez un candidat qui est issu du secteur des affaires, vous n'allez pas quand même espérer que ce même secteur des affaires, sur la main duquel Fridjan a tapé non seulement dans ses entrevues, mais dans ses livres, vous n'allez quand même pas espérer que le secteur des affaires donnerait instruction à son représentant de voter pour Fridjan. Donc, vous voyez, Fridjan ne peut même pas compter sur le vote de Lavalas, dont il est un lointain fils. Il ne peut même pas compter sur le secteur des affaires, pourtant il est économiste. Et là, ne parlons pas du vote du représentant d'Aidé. Jamais un représentant d'un parti de Claude Joseph ne voterait pour Fridjan. Ne comptez pas sur le vote de Moïse Jean-Charles. C'est vrai que Moïse Jean-Charles et Fridjan viennent de la même région, la région du Nord. Ils viennent à peu près de la même ville, on va dire. Les deux ont évolué dans la ville du Cap. Mais Moïse Jean-Charles a d'autres intérêts qui vont faire en sorte que l'origine nordique ne compterait pas vraiment dans la balance quand Moïse ferait le pour et le contre, à savoir pour qui il voterait. Bon. Oublions ça. Gérard Gilles ne voterait pas pour Fridjan. Pour quelle raison? Parce qu'il est candidat lui-même. Edgar Leblanc fils ne voterait pas pour Fridjan parce qu'il est candidat lui-même.
et, n'est-ce pas, celui qui représente, si vous voulez, le parti, le SDP, secteur démocratique, j'ai parlé de Gérard Gilles, ne voterait pas non plus pour lui. Donc, sur les 7 votants, si vous retirez le vote de Fritz lui-même, au premier tour, Fritz ne peut espérer la majorité. Donc, c'est une question mathématique. On va y aller par élimination. Pour être président du Conseil présidentiel, il faut obtenir la majorité absolue de 4 voix. Fritz Jean ne peut pas compter sur le vote de Leslie Voltaire, de qui il est peut-être proche, idéologiquement, mais Leslie est candidat. On est d'accord? Fritz Jean ne peut pas compter sur le vote du secteur des affaires, puisque Fritz Jean tape sur la main du secteur des affaires. Fritz Jean ne peut pas compter sur Edgar Leblanc, qui est lui-même candidat. Fritz Jean ne peut pas compter sur le vote du représentant de Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles a d'autres intérêts et il ne peut pas compter non plus sur le vote de Gérard Gilles, qui est candidat lui-même. Alors, Fritz Jean, dans un premier tour, n'aurait qu'une voix. Alors, ce n'est pas avec une voix qu'on obtient la majorité absolue. Regardons maintenant le deuxième candidat, Leslie Voltaire. Leslie Voltaire est très sympathique. Il était devenu à toute fin pratique le porte-parole non officiel du Conseil électoral provisoire, puisque c'est lui qu'on voyait dans les médias. Il est même passé sur ma chaîne là, il y a 2 mardis, pour expliquer un petit peu la vision du Conseil présidentiel. Et franchement, l'homme est un bon communicant, l'homme est franchement sympathique, sauf que c'est pas un concours de sympathie, c'est pas un concours de communication, c'est plutôt un concours, n'est-ce pas, d'intérêt idéologique. Mais c'est ça aussi la politique. Alors regardons sur quel vote Leslie Voltaire, en tant que représentant du parti Lavalas, pourrait compter dans un premier tour. Parce que les règles prévoient 2 tours. Si on ne peut dégager un vainqueur au premier tour, on aurait un second tour. Et si même après le second tour, on ne peut désigner un vainqueur, c'est par un tirage au sort qu'on parviendrait à un président. Alors, regardons sur qui Leslie Voltaire pourrait compter. Leslie Voltaire, dans un premier tour, ne peut pas compter sur Fritz-Alphonse Jean, de qui il est proche. Pour quelle raison? Parce que Fritz-Alphonse Jean est candidat. On ne peut imaginer que Fritz-Alphonse Jean, candidat lui-même, renoncerait à voter pour lui-même pour voter pour Leslie Voltaire. Ce serait imbécile de sa part. C'est un garçon intelligent. Est-ce que Leslie Voltaire pourrait compter sur le vote du représentant de Moïse Jean-Charles? C'est rêvé en couleur. Moïse Jean-Charles, c'est un ancien fils du parti Lavalas, mais il a divorcé, mais publiquement et brutalement d'avec le parti Lavalas. Il a divorcé publiquement d'avec Jean-Bertrand Aristide. Moïse Jean-Charles jamais ne voterait pour Leslie Voltaire. Est-ce que Leslie Voltaire pourrait compter sur un vote, sur le vote du représentant du secteur des affaires? Là encore, c'est oublier l'histoire. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets.
Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Jean-Bertrand Aristide a été renversé justement par l'oligarchie des affaires, n'est-ce pas, soutenu par les États-Unis, le Canada et la France. Donc, le secteur des affaires ne donnerait jamais instruction à son représentant de voter pour Leslie Voltaire. Alors, Leslie ne pourrait pas compter non plus sur Gérard Gilles, qui est issu de SDP, qui dit SDP, donc, n'est-ce pas, dit PHTK, dit Ariel, mais on ne voterait jamais pour Leslie Voltaire, qui a toujours voulu une transition de rupture. Edgar Leblanc ne voterait pas non plus pour Leslie Voltaire dans un premier tour parce qu'il est candidat lui-même. Donc, en toute objectivité, on regarde les forces en présence, Leslie Voltaire ne peut compter dans un premier tour que sur son vote à lui. Et donc, comme je l'ai dit pour Fridjean, on ne peut espérer obtenir la majorité absolue avec une seule voix sûre. On avance. Il y a Gérard Gilles. Gérard Gilles, c'est celui qui est désigné par le secteur, le fameux secteur démocratique et populaire d'André Michel. Mais on a vu le rapprochement du secteur démocratique populaire pendant le gouvernement d'Ariel Henry, et qui dit Ariel Henry dit PHTK. Donc, Gérard Gilles est issu du SDP, PHTK, appelez-le comme vous voulez, mais pensez-vous vraiment que Leslie Voltaire voterait pour Gérard Gilles? Non. Pensez-vous vraiment que Fritz Alphonse Jean voterait pour Gérard Gilles? Non plus. Donc, Gérard Gilles se retrouve dans précisément la même situation qu'un Leslie Voltaire se retrouve, précisément dans la même situation que Fritz Alphonse Jean se retrouve, à ceci près cependant que le gouvernement ou les gouvernements PHTKistes de Michel Martelly et de Jovenel Moïse ont accordé tant d'avantages au secteur privé des affaires, ou plutôt le secteur privé des affaires, n'est-ce pas, en amené si large pendant les divers gouvernements PHTK que ce ne serait pas impossible que le secteur des affaires passe instruction à son représentant au sein du Conseil présidentiel pour voter Gérard Gilles. En sorte que Gérard Gilles, mieux que Leslie Voltaire, mieux que Fritz Alphonse Jean, pourrait espérer obtenir le vote, si vous voulez, du secteur des affaires. Rien n'est sûr, mais je dis, il pourrait l'espérer. Mais au-delà du vote du secteur des affaires, Gérard Gilles ne peut aller plus loin. Il ne peut espérer le vote d'Edgar Leblanc, Edgar Leblanc étant candidat lui-même. Il ne peut espérer le vote, n'est-ce pas, il ne peut espérer le vote de Leslie Voltaire. Il ne peut espérer le vote de Fritz Alphonse Jean. Donc, on se retrouve là avec un candidat qui peut tout au plus espérer 2 voix. Sauf que Gérard Gilles a un autre problème. Lui, il souffre d'un déficit de moralité, du moins dans la perception. Pour quelle raison? Parce qu'il est désigné par le SDP, qui est très décrié dans la population. Il est désigné par, n'est-ce pas, cette mouvance SDP, PHTK, etc. En sorte que
même si le secteur des affaires pourrait songer à voter pour Gérard Gilles, très rapidement, il va dire, avec Gérard Gilles, on n'ira pas plus loin parce que on ne peut obtenir les 4 voix qui constitueraient la majorité absolue. Et c'est à partir de ce constat que personne, par lui-même, ne peut aller chercher 4 voix, qu'on va entrer dans le jeu des alliances, qu'on va entrer dans le jeu des négociations, qu'on va entrer dans le jeu des tractations. Est-ce que c'est mauvais de négocier en politique? Pas du tout. La politique, c'est de la négociation. Est-ce que c'est mauvais de faire des tractations en politique avant un vote? Non, c'est tout à fait normal. La politique étant un espace contradictoire, la politique étant un espace où les intérêts, n'est-ce pas, entrent en jeu, où les alliances, les affinités idéologiques doivent être prises en compte, il est tout à fait normal qu'il y ait des tractations. On a vu, Leslie Voltaire est coincé entre le secteur des affaires et Fritz-Alphonse Jean. Fritz-Alphonse Jean est coincé entre Leslie Voltaire et le secteur des affaires. Il reste un autre candidat dont je n'ai pas encore parlé, Edgar Leblanc-Fils, qui de fait va obtenir la majorité absolue. Et vous allez voir que c'était écrit dans le ciel. C'était mathématiquement prévisible que dès qu'il y aurait négociation, dès qu'il y aurait tractation, mais c'est lui qui obtiendrait la majorité absolue. Dans un échange que j'avais eu encore une fois avec des amis il y a 5 semaines, j'ai dit, si mathématiquement il est impossible que Fritz-Alphonse Jean gagne au premier tour, si mathématiquement il est impossible que Leslie Voltaire gagne au premier tour, il est, et c'était le mot, probable que Edgar Leblanc gagne dès le premier tour. Je vais vous dire pour quelle raison. On s'arrête ici, ça commence à être intéressant. C'est une émission d'analyse politique ce matin, et vous verrez vers la toute fin qu'il n'y a pas de crise. Pourquoi crie-t-on à la fraude? Pourquoi crie-t-on aux magouilles? On fait cela pour autre chose. Nous avons des réflexes de jusqu'au boutiste. Nous avons des réflexes de mauvais perdants. Ça, c'est à l'école que nous avons appris ces réflexes-là. Et c'est l'occasion pour nous d'en être conscients, d'en prendre conscience et de commencer à travailler sur ces vieux réflexes-là pour les diluer, car il y a un pays à sauver. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Alors, parlons du 4e candidat, qui est de fait désigné par la majorité absolue de 4, Edgar Leblanc-Fils. Edgar Leblanc-Fils, c'est un homme politique qui a traversé la Chambre. On dit, dans le langage du parlementarisme britannique, on dit d'un élu qu'il a traversé la Chambre lorsqu'il peut passer du gouvernement à l'opposition et de l'opposition au gouvernement. Et ça, c'est Edgar Leblanc-Fils. Edgar Leblanc-Fils a déjà été Lavalas, il est devenu OPL, d'ailleurs il est issu du mouvement là OPL, c'est l'OPL qu'il désigne, mais il est aussi proche de PHTK, parce qu'il a négocié à la fin du mandat de Martelly la présidence provisoire. C'est finalement Privert qui l'a obtenu, parce que Privert a investi de l'argent. Mais Edgar Leblanc-Fils était prêt d'obtenir la présidence provisoire dont a hérité finalement Privert. Et donc, quand vous regardez le profil d'Edgar Leblanc, c'est le profil, enfin c'est un ancien président du Sénat, donc potentiellement de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment le type du politicien qui a traversé la Chambre. Notez bien le sens de la formule. On dit dans le
parlementarisme britannique d'un politicien qui traverse la Chambre, ça veut dire qu'il peut négocier autant avec son propre gouvernement qu'avec l'opposition. OK. On a vu que Fridjan ne peut pas aller plus loin que 2 votes. Leslie Voltaire ne peut pas aller au-delà de 2 votes non plus. Gérard Gilles ne peut pas aller au-delà de 2 votes non plus. Donc là, vous avez 3 autres membres qui sont des faire-valoir. Pour quelle raison ils sont des faire-valoir? Parce qu'ils ne sont pas candidats eux-mêmes. Suivez-moi bien. Vous avez le représentant de ED, là, le représentant de Claude Joseph, qui n'est pas candidat, mais dont le vote va compter pour dégager une majorité, qui attend les instructions de Claude. Parmi les candidats qu'on a vus, est-ce que Claude donnerait instruction pour qu'on vote pour Leslie Voltaire? À moins que vous soyez fou. Claude déteste Lavalas. Claude, c'est l'un des tombeurs du parti Lavalas. C'est l'un des jeunes que les oligarques et la CIA ont utilisé pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Jamais Claude ne voterait pour Leslie Voltaire. Jamais Claude ne voterait pour Fridjan non plus. On est d'accord? Bon, Claude était Premier ministre sous Jovenel, même s'il nie être proche de Michel Martelly, foutaise que tout cela. Claude, c'est un PHTKiste qui s'appelle joveneliste et qui aujourd'hui crée un parti politique aidé dans la même mouvance PHTKiste joveneliste. Bon, ça veut dire que il n'est pas impossible que Claude ait donné instruction à son représentant pour voter Gérard Gilles. Mais Claude est un garçon intelligent. Il dit, écoutez, si je donne instruction à mon représentant pour voter Gérard Gilles ne peut espérer que 3 votes. Et il constate bien à quel point le PHTK est décrié, il constate bien à quel point le SDP est décrié, il constate bien à quel point le gouvernement Ariel était décrié. Donc, il se dit, si je donne instruction à mon représentant de voter pour, n'est-ce pas, Gérard Gilles, mais dans la population, on va crier au loup, on va dire, écoutez, c'est le gouvernement PHTK qui revient, c'est le gouvernement d'Ariel, etc. Donc, en tant que faire-valoir, il ne fera pas valoir la candidature de Gérard Gilles. Ça va? Bon. Maintenant, regardons Moïse Jean-Charles, qui lui aussi est un faire-valoir, puisque son représentant n'est pas candidat. Mais en plus d'être un faire-valoir, Moïse Jean-Charles, c'est un tombeur. Ça veut dire qu'il va faire tomber Leslie Voltaire. Si Leslie Voltaire pouvait espérer obtenir 3 votes, c'est pas lui qui lui donnerait la 4e voix, c'est pas lui qui lui donnerait le 4e vote. C'est un tombeur de Fridjan. Si Fridjan pouvait espérer obtenir 3 voix, c'est pas Moïse Jean-Charles qui lui donnerait, n'est-ce pas, la 4e voix. Donc, Moïse Jean-Charles va essayer de négocier, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, avec Claude Joseph, avec Gérard Gilles et Edgar Leblanc. Parce que je vous ai dit, des 4 candidats, celui qui est perçu comme étant le plus transversal, celui qui est perçu comme étant le moins irréductible, celui qui est perçu comme étant quelqu'un qui peut dialoguer avec tout le monde parce qu'il est issu de la Valace, ensuite de l'OPL, ensuite il était proche de PHTK, c'est Edgar Leblanc. Et en plus, l'homme a un avantage, on ne peut pas lui reprocher d'avoir trempé dans des histoires de corruption. Et pourtant, il en avait l'occasion. Il était président du Sénat pendant plusieurs années, il était sénateur, et quand on sait à quel point les présidents du Sénat qu'on a vus pendant ces dernières années, suivez mon regard, les Joseph Lambert, les Yuri Latortue, n'est-ce pas, et les autres ont trempé à fond dans la corruption, le fait par Edgar Leblanc d'être au-delà de tout reproche dans ce sens-là, c'est franchement un trophée qu'il peut faire valoir. Alors, quand on regarde les 4 candidats en présence, dont Edgar Leblanc, et quand on regarde les 3 autres qui ne sont pas candidats, ils vont dire, écoutez, s'il y a quelqu'un avec qui on peut faire alliance, s'il y a quelqu'un derrière qui on peut s'agréger et s'arranger pour lui donner la majorité absolue des 4 voix,
c'est Edgar Leblanc. Donc, mathématiquement, Edgar Leblanc était celui qui avait toutes les chances d'obtenir, dès le premier tour, la majorité absolue. Maintenant, comment cela s'est-il passé? Mais cela s'est passé comme à chaque fois qu'il y a ces choses-là en politique. Vous allez avoir des faire-valoir qui vont essayer de négocier, parce qu'eux-mêmes ne sont pas candidats. Donc, le représentant de Moïse Jean-Charles va négocier avec le représentant de Claude Joseph. Donc, Claude Joseph et Moïse Jean-Charles ont négocié un accord. Ils ont négocié cet accord avec Gérard Gilles, qui n'avait pas de chance d'aller au-delà de 2 voix. Et ils ont dit, écoutez, Edgar Leblanc, c'est notre homme pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, quand il y a tractation, c'est du give and take. Moïse Jean-Charles, Claude Joseph et Gérard Gilles ont dit à Edgar Leblanc, nous sommes prêts à voter pour vous, 3 plus 1 feront 4, et donc vous aurez la majorité absolue, mais à ceci près, à cette condition expresse que lors de la désignation d'un Premier ministre, et c'est ce qui semble poser problème, mais il n'y a pas de fraude, lors de la désignation d'un Premier ministre pour la désignation duquel vous aurez, en tant que partie prenante, le droit de proposer un candidat, tout comme nous d'ailleurs, nous allons voter pour vous, pour que vous soyez président du Conseil présidentiel, mais promettez-nous que vous ne désignerez pas un candidat comme Premier ministre, parce que nous autres, les 3, nous avons déjà envisagé notre Premier ministre. Mais là non plus, il n'y a pas de fraude. Cette entente-là qu'ils ont ne met pas fin au processus de recherche de candidature en vue d'un Premier ministre. Au fait, il y aura un comité indépendant qui va éplucher, si vous voulez, plusieurs dossiers de candidats à la primature. Ce comité va être indépendant. Ce comité-là va faire des recommandations aux membres du Conseil présidentiel, aux 7 membres du Conseil présidentiel, qui eux-mêmes auraient le droit aussi, ont le droit aussi, c'est ce que prévoit l'accord politique, de désigner leur propre candidat. Et c'est finalement le comité de sélection qui ferait la recommandation de 3 candidats au Conseil présidentiel de 7 membres qui eux-mêmes choisiraient de ces 3 celui qui obtiendrait soit le consensus ou la majorité. Mais jusque-là, il n'y a pas de fraude. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. On vient de le voir, il n'y a pas de fraude. Pourtant, dès que Edgar Leblanc a été proclamé vainqueur, les 3 autres ont crié, enfin les 2 autres, pas Gérard Gilles en tout cas, Montana et Lavalas ont dit qu'il y avait de fraude. Non, il n'y a pas de fraude, les amis. J'ai pris le temps d'éplucher ce pourquoi on pense qu'il y a eu fraude. J'ai pris le temps d'écouter les uns et les autres et en toute objectivité, en toute neutralité, je dis qu'il n'y en a pas de fraude. Mais pourquoi crie-t-on à la fraude quand ce n'est pas nous qui gagnons? Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes de mauvais perdants. On ne nous a pas appris à l'école, dès notre jeunesse, à féliciter le vainqueur, même si nous, on a perdu. Et je vais commencer par vous raconter une anecdote. J'étais dans la dernière année du primaire chez les frères, probablement en 82.
Ça remonte à longtemps. Hein. En ces années-là, sous Duvalier, il y avait donc des championnats de football interscolaires. Hein. Et j'oublierai jamais ce match. Hein. Il y avait un match qui opposait deux bonnes équipes. On était au primaire, mais nos équipes étaient bonnes. Il y avait l'équipe de soccer des frères de l'instruction chrétienne. J'en faisais pas partie, mais j'étais élève à cette école. Et il y avait l'école de soccer des frères Jean 23. Mais cette équipe-là était très, très bonne aussi. Et j'oublierai jamais, une fois il y avait un match de soccer qui opposait les étudiants, enfin les élèves de Jean 23 et les élèves des frères de l'instruction chrétienne, mon école. Et le match se déroulait sur le terrain des frères de l'instruction chrétienne, chez nous. Notre équipe était bonne. Je revois certains joueurs qui m'écoutent d'ailleurs. Jeff Ernest Magloire, Nice Leroy, pour ne citer que cela. Sauf que, quand il y a match, c'est le meilleur qui gagne. Si le match est bien arbitré, c'est le meilleur qui gagne, ou bien parfois c'est le hasard qui détermine le vainqueur. J'oublierai jamais ça. L'équipe de Jean 23 était ce jour-là meilleure que nous. À 2 ou 3 minutes de la fin du match, eh bien, l'équipe de Jean 23 a marqué l'un des plus beaux buts que j'ai jamais vu dans toute ma putain de vie. C'était un excellent but. Jean 23 a gagné. Fine. Vous savez ce qu'on a fait, nous? Je vous ai dit que Jean 23 est venu jouer chez nous, sur notre terrain. Quand Jean 23 a été proclamé vainqueur, vous savez ce qu'on a fait? Plutôt que de le féliciter, on a commencé à lancer des pierres. On a commencé littéralement à lapider les joueurs de Jean 23. Oh là là! Ils ont pris les jambes à leur cou, il y a eu des blessés. Pour quelle raison? Parce qu'on a perdu chez nous. Et ce n'est pas normal qu'on perde chez nous. Même si on perd selon les règles, eh bien, on doit lapider le vainqueur. Je vous ai dit que ça s'est déroulé en 82. Vous savez ce qu'il y avait de plus symptomatique de notre éducation? Le match a eu lieu un vendredi, donc normalement, dans toute école où il y a une éthique saine, le lundi, on serait en punition. Je suis professeur moi-même. Vous imaginez une salle de classe où cela aurait eu lieu, bien, toute la classe serait punie, ou l'école serait punie. On enquêterait pour savoir qui a lancé les pierres, parce que ça ne se fait pas. On ne lapide pas un vainqueur parce qu'il gagne selon les règles, mais on n'a jamais été puni. Et vous savez la psychologie de l'enfance. Quand on veut décourager un comportement chez l'enfant, mais on le punit. Je ne parle pas nécessairement de punition corporelle, action-réaction. Et quand on veut encourager un certain comportement chez l'enfant, mais on le récompense quand il pose un geste qu'on estime louable. Nous, on a fait ça, on a lapidé les vainqueurs et on n'a jamais été puni. Vous savez ce que ça nous enseigne, ça? C'est que quand on perd, on a le droit de lapider le vainqueur. Quand on perd, on a le droit de décrier le vainqueur. Quand on perd, on a le droit de dire, écoutez, c'était pas bon, on recommence. Et de fait, c'est ce qu'on voit dans toute l'histoire d'Haïti. Jean-Bertrand Aristide a gagné les élections en 90. C'est unanime, c'était des élections honnêtes. C'était probablement les seules élections démocratiques dans ce pays. Sa deuxième réélection est douteuse. Mais ses concurrents n'ont pas eu la grandeur d'âme de le féliciter. Même Leslie Maniga, que j'aime, qui est à bien des égards un modèle pour moi, même lui n'a pas félicité Jean-Bertrand Aristide. On l'élégance veut que, à la suite d'un concours, les perdants félicitent le vainqueur et lui souhaitent bonne chance. Car il s'agit quand même de notre pays. On a été dans une course, dans la mesure où la course était
clair, dans la mesure où les règles ont été respectées, et dans le cas des élections de 90, les règles étaient respectées, la population haïtienne a voté dans sa majorité pour le parti La Balance de Jean-Bertrand Aristide, mais avec un peu de grandeur et d'élégance. C'était un minimum qu'on le félicite, comme on le voit dans d'autres pays. Et même par la suite, là, c'est un réflexe qu'on n'a pas. Regardez, dans n'importe quoi, on va participer à une compétition sportive. Si on perd, mais c'est parce que il y a eu magouille. Les arbitres ont été achetés, etc. Mais ce n'est pas avec de tels réflexes qu'on construit un pays. Moi, ça m'a fait rire et m'a révolté en même temps. Montana qui, soi-disant, prend position pour le respect des règles de l'accord. Il y a eu un accord entre les membres du conseil présidentiel. Dès lors que Montana s'est aperçu que son candidat n'est pas sorti vainqueur, le même Montana propose un autre accord. Quel est cet accord? Maintenant, ce ne sera plus un président. Pour toute la transition au sein du conseil présidentiel, ce serait une présidence tournante. Mais quelle folie, quelle idée farfelue. Vous imaginez un pays qui est déjà aux prises avec de l'instabilité politique, le monde entier nous regarde, voilà que on a un conseil présidentiel de 7 membres qui s'est donné pour règle d'élire un président qui lui-même parlerait au nom des autres. Mais désormais, on veut avoir une présidence tournante à tous les 3 à 4 mois. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on ne soit pas président. Bon, tout le monde doit être président. Mais quelle idée farfelue! Que d'entendre une telle idée sortie de la bouche d'hommes et de femmes qui ont été à l'école, ce n'est guère étonnant qu'on ait ces politiciens-là. Car ces politiciens-là sont précisément la résultante de notre éducation. Nous sommes des jusqu'au-boutistes. Il ne peut y avoir qu'un seul président, mais les 200, les 300 candidats veulent tous être présidents. Fine, jusque-là c'est correct, mais quand il y a proclamation d'un gagnant, les 199 autres devraient féliciter le gagnant et dire, écoutez, à la prochaine compétition présidentielle, aux prochaines élections qui vont arriver dans 5 ans, on recommencera. Mais pour l'instant, souhaitons toute la chance au vainqueur, collaborons avec lui pour que le pays marche et souhaitons-lui justement qu'il réussisse, parce que s'il réussit, c'est notre pays qui réussira. Regardez comment s'est déroulée toute notre histoire politique au 19e siècle. Dès qu'il y a un président, les autres vont mettre sur pied des milices. Ils vont mettre sur pied des bandes armées, marcher sur Port-au-Prince, renverser celui qui est au Palais national et s'installer eux-mêmes au pouvoir jusqu'à ce qu'un autre groupe les renverse. Lorsque j'ai entendu les uns et les autres crier au scandale, lorsque j'ai vu à quel point les uns et les autres étaient prêts à simuler une fraude, parce qu'il n'y a pas de fraude, à simuler des magouilles parce qu'il n'y a pas de magouilles, vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à cette phrase de l'empereur romain Marc Aurèle, qui a régné au 2e siècle de notre ère. Il a dit, écoutez bien ça, l'humain se console plus facilement de son propre insuccès que du succès d'autrui. Est-ce que vous entendez ça? Par exemple, si je vais à un concours et que je perde, ce n'est pas tant le fait de perdre qui me fait mal. Mais si pendant que je constate que je perds, moi, je vois que mon voisin, lui, il gagne, ce n'est pas mon insuccès qui me dérange, c'est le succès de l'autre. Comme le dit Marc Aurèle, on se console plus facilement de son propre insuccès que du succès d'autrui. Mais les amis, ce n'est pas ainsi qu'on construit un pays. Dès qu'un président est élu, on va passer les 4 prochaines années à crier « V'lez pas, v'lez, faut l'aller ». Qu'il le veuille ou non, il faut qu'il s'en aille. Mais bon Dieu, merde. On est à ce point mesquin qu'on veut revoir les règles parce que les règles ont donné un autre vainqueur plutôt que nous. Mais si vous êtes 4 candidats pour un seul poste de président, il est écrit dans le ciel qu'il y aurait 3 malheureux. Mais quand on oublie ses propres intérêts et qu'on pense aux intérêts collectifs, on se dit, écoutez, on a perdu, mais ce n'est pas grave, on va féliciter le vainqueur.
lui promettre notre collaboration, lui souhaiter toute la chance qu'il faut parce qu'il s'agit de notre pays. Bon Dieu, est-ce que vous êtes là pour être président? Ou vous êtes là pour préparer une transition, pour la réussir cette putain de transition et qu'on lance les chantiers fondamentaux du pays? Ce qui me fait mal, c'est que plus on est instruit dans ce pays, plus on est envieux. Plus on est instruit dans ce pays, plus on est jaloux. Plus on est instruit dans ce pays, plus on est jusqu'au boutiste. Plus on est instruit dans ce pays, moins on est porté à féliciter l'autre. Bon Dieu, vous êtes 4 candidats, vous êtes 7 membres au sein du conseil. Le seul comportement acceptable, dès que Edgar Leblanc avait été déclaré vainqueur, le seul comportement acceptable d'hommes et de femmes d'État était de se lever pour féliciter Edgar Leblanc en l'assurant de notre collaboration et en lui souhaitant bonne chance parce que s'il réussit, c'est le pays qui réussit. De là à proposer une idée farfelue de présidence tournante. Mais c'est quoi cette connerie de merde? Vous imaginez des interlocuteurs internationaux, les partenaires internationaux, les autres chefs d'État ou de gouvernement internationaux qui veulent négocier avec un interlocuteur. Mais là, il ne sait pas avec qui négocier parce que dans 3 mois, ce serait un autre. Parce que dans 3 mois, ce serait un autre. Mais c'est quoi cette connerie de merde? Et dire que vous êtes allé à l'école, dire que vous êtes instruit, vous avez voyagé, vous voyez comment les choses se passent ailleurs, mais vous êtes à ce point mesquin, vous êtes à ce point engoncé dans vos intérêts particuliers que vous oubliez ce pays à sauver. Bon Dieu de merde, que vous êtes laid. Ah, vous criez aux magouilles, vous criez à la fraude. La fraude a un seul nom, j'ai pas gagné. Puisque j'ai pas gagné, il y a fraude. Bordel. La fraude a un seul nom. Puisque je ne suis pas le président, il y a magouille. Non. Vous venez de comprendre pourquoi nous sommes dans cet état? Vous venez de comprendre pourquoi nous sommes à ce point instables? Nous sommes à ce point instables parce que nous sommes mesquins. Nous sommes à ce point n'est-ce pas, bloqués parce que nous sommes incapables de nous élever. Nous sommes à ce point bloqués parce que nous ne pouvons pas faire montre de grandeur. Les règles ont été respectées, les règles que vous vous êtes données. Vous ne vous êtes pas donné des règles pour que vous gagniez. Vous vous êtes donné des règles pour que le meilleur gagne. Et quand je dis le meilleur gagne, ça ne veut pas dire que celui qui est vainqueur a fait le plus d'études que les autres. Ça ne veut pas dire que celui qui est vainqueur a plus d'expérience que les autres. Celui qui est vainqueur a obtenu une majorité de 4, qu'on lui foute la paix, qu'on collabore avec lui, qu'on lui souhaite bonne chance et qu'on travaille pour le pays. Vous voulez tout recommencer? Mais regardez le réflexe enfantin. C'est pas pour rien que j'ai commencé cette séquence avec mon histoire d'enfance. Un match de soccer oppose l'école Jean 23 aux frères de l'instruction chrétienne. Les frères de l'instruction chrétienne perdent et les étudiants lapident les joueurs du Jean 23. Pas parce qu'ils sont violents, mais parce qu'ils ont gagné. Ils n'auraient pas dû gagner. Puisqu'ils gagnent, on les tue. Puisqu'ils gagnent, on les lapide. Puisqu'ils gagnent, on les blesse. Bon Dieu de merde, que nous sommes laids. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez construire Haïti? Est-ce que c'est comme ça que vous pensez développer Haïti? Est-ce que c'est comme ça vraiment que vous allez entrer dans une transition? Si vous êtes candidat et qu'il y ait d'autres candidats, à l'évidence, l'un va gagner et les autres vont perdre. Quand on perd selon les règles, on félicite le vainqueur. On s'élève au-delà de ses intérêts mesquins. On pense au pays à sauver, on assure le vainqueur de sa collaboration et on lui dit « Vive Haïti ». Putain que vous êtes honteux. Putain, vous nous faites honte aux chiens. Et ça prouve quoi? Vous êtes entrés dans ce conseil présidentiel, non pas pour Haïti, vous êtes entrés pour vos intérêts.
Vous êtes entré dans ce conseil présidentiel, non pas pour le développement du pays, mais pour avoir un poste et pour pouvoir partager le gâteau avec les autres. Regardez ce qui se plaignent. Ils ont tous raté une occasion d'avoir un poste ministériel ou d'avoir quelqu'un qui pourrait les nommer. Honte à vous. Puisse cette émission vous être utile. Puissiez-vous vous ressaisir, bande de mesquins. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous félicitiez Edgar Leblanc. Edgar Leblanc n'est pas mon ami, je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam. Sauf que c'est un Haïtien qui se propose de servir. Lorsque je regarde son CV, je regarde son parcours, il a l'expérience. Lorsque j'entends les uns et les autres, on ne peut rien lui reprocher en termes de corruption, en termes de magouille. Mais merde, foutez-lui la paix. Félicitez-le. Élevez-vous au-delà de vos mesquineries et assurez-le de votre collaboration. Bonne semaine. Vive Haïti. Au revoir.